Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, aujourd'hui on s'intéresse aux entrepreneurs. Combien gagnent-ils les entrepreneurs? Les chiffres évidemment donnent un peu froid dans le dos. C'est vrai qu'entreprendre est une passion, mais on ne gagne pas toujours forcément bien sa vie. On va en parler avec Jean-Eudes Duménil, secrétaire général de la CPME. Il est notre invité. Le cercle RH, qu'est-ce que la performance au travail? Et ça c'est un vrai sujet parce que c'est tous les sujets de renforcement du capital humain. Comment engager ses équipes? Comment créer de la bienveillance pour créer justement de la productivité et créer de la valeur? On en parle avec Franck Chéron, associé chez Capital Humain, et puis Nathalie Gourdin, qui est fondatrice chez NGM Solutions. On fera le point avec eux. Ils ont quelques idées sur ce sujet. Et puis pour terminer notre émission Fenêtre sur l'emploi, le jeu. Oui, le jeu, jouer pour recruter, c'est possible. On va en parler avec Thierry Franc, président d'Adventure Group, un groupe lyonnais. Justement, il recrute grâce au jeu. Place à notre rubrique Bien dans son job et j'accueille mon invité. Bien dans son job, on parle des entrepreneurs et on en parle avec Jean-Eudes Duménil. Bonjour Jean-Eudes. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes venu régulièrement sur notre plateau, secrétaire général de la CPME, et on parle des entrepreneurs. Alors, vous avez choisi de vous pencher sur les rémunérations des dirigeants. Alors, quand on dit dirigeants, on pense CAC 40, ETI, grande entreprise. Là, on parle des entrepreneurs et on découvre que 1 sur 5 gagne moins que le SMIC. Alors c'est intéressant effectivement de rappeler que la France est composée très très majoritairement dans le tissu économique de PME. Pour mémoire, en France, il y a à peu près, si vous comprenez les micro-entrepreneurs, 3 millions d'entreprises. Et là-dessus, il y en a simplement 5 000 qui ont plus de 250 salariés. Donc l'immense majorité, ce sont des petites entreprises. Et comme vous l'avez dit très justement, dans ces petites entreprises, on a réalisé une enquête et on s'est aperçu quelque chose dont on... Ça vous a surpris, vous aussi? Oui, malgré tout, ça nous a surpris sur la tranche la plus basse. La tranche la plus basse de ce que gagnent les entrepreneurs, en tout cas ceux qui ont répondu à cette enquête, 20% d'entre eux gagnent moins de 1 400 €, c'est-à-dire moins que le SMIC. Donc ça, effectivement, c'était une vraie surprise pour nous. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'il y en a 50%, la moitié, qui gagnent moins que le salaire mensuel net du privé en moyenne, c'est-à-dire 2 600 €. Et enfin, le fameux seuil de richesse cher à François Hollande à l'époque, les 4 000 €. 4 000 €. Il y en a 75% qui sont en dessous des 4 000 €. Voilà, effectivement, c'était une surprise, oui. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion? Parce qu'on a à la fois l'idée que la France est un pays d'entrepreneurs, qu'on est très dynamique sur la création d'entreprises, mais c'est vrai que quand même, ça douche toute initiative quand on a ces chiffres-là. Parce qu'être entrepreneur, c'est créer de la richesse. Alors bien sûr, on est libre, bien sûr, on fait son métier différemment, mais l'idée, c'est quand même de créer de la valeur. Quand on est en dessous du SMIC, on n'arrive pas à vivre, c'est impossible. Bien sûr. Alors ce qu'on sait tous quand même, c'est que quand on démarre une nouvelle entreprise, au début, on ne gagne quasiment rien et ça fait partie du business plan qu'on prévoit dès le départ. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est quoi? C'est 1 an? C'est 2 ans? Oui, c'est ça. Ça peut être pendant 2 ans. Après, ça devient plus compliqué quand même. Il faut avoir prévu son coût avant. Ce qu'on sait également, et ça, malheureusement, c'est à la fois beaucoup plus désagréable et en même temps, ça montre l'engagement véritable des chefs d'entreprise, c'est que le chef d'entreprise, notamment dans une petite boîte, quand il a des difficultés, plutôt que de se séparer de ses salariés, la première chose qu'il fait, c'est de réduire sa propre rémunération. Et donc, on aboutit à cette situation. Et évidemment, plus les difficultés s'amoncellent, plus la rémunération du patron diminue, en tout cas dans les petites boîtes. C'est intéressant qu'un syndicat patronal s'intéresse à ce sujet. Et j'imagine que derrière, pour vous, c'est un sujet de réflexion, de préconisation et d'accompagnement. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles seraient les mesures possibles pour à la fois augmenter leur revenus? Alors vous allez me dire, c'est une entreprise, il faut qu'ils créent de la richesse, mais j'allais dire pour l'accompagner, parce que psychologiquement, c'est pas si simple de vivre avec si peu d'argent. Non, bien sûr. Ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, quand vous êtes entrepreneur, votre principal moteur, c'est pas le profit. Par contre, c'est indispensable. Une boîte doit équilibrer ses comptes. Il n'y a que l'État qui, année après année, n'équilibre jamais ses comptes. C'est pas le cas dans le monde des entreprises. Et puis, effectivement, le fait de pouvoir se rémunérer correctement, c'est la base. Et ça veut dire qu'il faut dégager une marge suffisante pour pouvoir vivre.
Et ça c'est un vrai sujet aujourd'hui. Un mot, secrétaire général d'un syndicat important qui pèse dans toutes les négociations et dans tous les débats. Est-ce que ces entrepreneurs, ils ont le temps de se consacrer à la démocratie sociale et aux enjeux? Parce qu'on a le sentiment que ces gens-là, ils ont un peu la tête dans le guidon. Ils n'ont pas trop le temps de se tourner vers la CPME. Sûr, ils n'ont pas trop le temps. Franchement. Néanmoins, quand on regarde le nombre d'adhérents qu'on a à la CPME, il y a 245 000 entreprises adhérentes. Ce sont les chiffres du ministère du Travail. Donc c'est selon la police, pas selon les organisateurs. Et donc ça montre combien, malgré tout, qu'il y a un véritable engagement partout en France, dans tous les territoires et dans tous les secteurs. Et alors, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on a mis ce sujet sur la table? Oui. D'une part, pour faire prendre conscience que, de temps en temps, l'image que peuvent avoir les Français du patron, c'est quelqu'un qui est riche à milliards et qui a des golden parachutes. C'est la vision marxiste du sujet, ça. C'est pas le cas. Ouais. C'est pas le cas. C'est le cas pour certains d'entre eux, mais dans l'immense majorité, c'est pas le cas. Donc, leur moteur, c'est pas ça. Et puis la deuxième chose également qui nous semble importante, c'est que on parle régulièrement de la question des salaires dans les entreprises. Bien souvent, on explique que les salariés ne sont pas suffisamment augmentés. Et la réalité aussi, c'est que bien souvent, dans ces mêmes entreprises, on a des chefs d'entreprise qui gagnent moins que leurs salariés. Et donc, la plus belle femme du monde ne peut distribuer que ce qu'elle a. Et donc, il faut être bien conscient qu'avant de distribuer de la richesse, il faut la créer. Oui, je trouve ça intéressant, ce débat sur le pouvoir d'achat, les négociations annuelles, les fameuses NAO. Et quand on voit ces chiffres, évidemment, ça permet de relativiser aussi, peut-être de se dire, après tout, comme salarié, je ne suis pas si mal payé. Exactement. Je pense que c'est une chose qui est importante. Et puis, c'est vrai que vous avez des avantages dans les très grandes entreprises, tout ce qui est comité d'entreprise, etc. On ne parle pas de la mutuelle, on ne parle pas du paiement de la Sécu, c'est-à-dire l'entrepreneur paye tout, il faut le préciser aussi. Et en général, il n'a pas de 13e mois. Exactement, il n'a pas de 13e mois. Et puis dans les périodes, par exemple la période Covid, on s'est intéressé aux salariés, puisqu'il y avait le chômage partiel qui a été mis en place. On s'est intéressé naturellement à la fonction publique. Et les grands oubliés, c'était les chefs d'entreprise, dont certains ont été laissés sans aucun revenu. Absolument. Et si nous n'étions pas montés au créneau pour obtenir effectivement quelque chose, il n'aurait plus aucun revenu pour une grande période. Entrepreneur, indépendant, c'est aussi un modèle à inventer. Vous viendrez nous en parler Bien sûr, et la notion d'indépendant, d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, quand vous êtes indépendant, ça veut dire que vous êtes tout seul à la tête de votre entreprise. En fait, c'est pas ça du tout. C'est pas vrai. Indépendant, ça veut dire que vous cotisez à la sécurité sociale des indépendants. Et vous pouvez avoir 150 salariés et être considéré comme un indépendant. Ça aussi, il faut le rappeler. Le fameux RSI qui avait fait couler beaucoup d'encre. RSI qui s'appelle le CPSTI. Le CPSTI, absolument. Mais je voulais rappeler. Il fonctionne mieux d'ailleurs. Ce mot qui avait quand même suscité quelques tensions. Merci Jean-Louis Duménil. Avec cette étude qui est vraiment passionnante, allez la regarder, cette étude sur la réalité des entrepreneurs et de leur rémunération, secrétaire général de la CPME. Merci à vous, je reviendrai avec grand plaisir. Plaisir partagé. On tourne une page, le cercle RH. Tiens, on va parler des entreprises, évidemment, mais du capital humain, de la performance au travail. Comment on la mesure? Qu'est-ce que c'est que cette performance? Mais on va en parler avec mes invités. Je les accueille dans le cercle RH. Qu'est le débat de Smart Job? Le cercle RH, le débat de Smart Job pour parler de la performance, 3 petits points, au travail. C'est-à-dire les humains, le capital humain, ceux qui composent une entreprise, et pas que la performance financière et la création de valeur économique. On en parle avec mes invités parce que c'est leur sujet de prédilection. Nathalie Gourdin, ravie de vous accueillir, de vous retrouver. Vous êtes déjà venue nous parler de vos activités, fondatrice de NGM Solutions. Il y en a plusieurs, spécialisée dans l'optimisation du facteur humain. Et puis je précise, vous êtes une sportive de haut niveau, vous faites des courses de longue distance, hein. Exactement. Plus de 100 km. Des ultra-trails. Des ultra-trails, c'est combien de kilomètres? On compte ultra à partir de 80 et moi je fais des longues distances en fait à étapes où on part avec son sac et puis on part sur de 275-280 km en une semaine. Pour être totalement complet, vous êtes une ancienne officier d'actif de l'armée de terre, vous êtes écrivain de l'armée par exemple, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages et vous êtes aujourd'hui réserviste évidemment avec ce livre La résistance au changement. Nathalie Gourdin, Patrick Lopez, Michel Gourdin, comment accompagner les mutations nécessaires des organisations, VA Édition. Je suis complet. Totalement. Avec nous, Franck Chéron. Vous êtes découvert d'ailleurs un point commun, parce que vous courez tous les deux. Vous aimez la performance, donc, et c'est le sujet du jour, associé chez Capital Humain, Deloitte, avec une étude que j'ai détaillée, qui est totalement passionnante.
ça sort d'où? Excusez-moi, je vais être un peu abrupt. On a beaucoup parlé de l'entreprise comme créatrice de richesse, créant de la valeur, et cette valeur va évidemment créer de l'emploi. Ça, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, on nous dit une entreprise, c'est d'abord des hommes, des femmes et des hommes qui travaillent ensemble et qui sont la richesse et la valeur de l'entreprise. Est-ce que je résume bien le sujet? C'est bien résumé, effectivement. C'est comment l'entreprise, via ses hommes et ses femmes, contribue à la richesse de la société avec un grand S. Mais ça, c'est nouveau ou pas parce que vous écrivez un livre sur l'accompagnement des organisations. C'est un peu nouveau de dire ça? Alors, de cette façon-là, peut-être. En revanche, le facteur humain a toujours été le capital richesse de l'entreprise, mais depuis toujours. Simplement, aujourd'hui, ça redevient sur le devant de la scène, et c'est peut-être à contre-courant de l'intelligence artificielle ou de ce qu'on peut entendre, mais la vraie richesse de l'entreprise, elle est encore aujourd'hui, je ne sais pas encore dans 50 ans, mais aujourd'hui, elle est encore véritablement humaine. Tout est centré sur le facteur humain. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'entreprise. Et donc, ce qui nous amène à parler de la performance, puisqu'on est face à des invités sur ce plateau qui nous disent désengagement de collaborateurs, burn-out, démotivation, bore-out, et des salariés qui partent au bout de 15 jours alors qu'ils viennent d'intégrer un poste. Comment vous expliquez ça? Comment vous regardez ça, vous qui vous intéressez à la performance? Je pense qu'il faut détricoter, on va dire, le travail, en fait. C'est-à-dire que le travail évolue, on va dire, et ça s'est accéléré depuis la crise Covid. Le travail n'est plus dans un même endroit. Il peut être hybride, il peut être flex. Les collaborateurs ne sont plus des collaborateurs de l'entreprise, donc ça peut être des freelancers ou d'autres personnes qui viennent travailler dans l'entreprise. Donc du coup, il y a un univers qui se crée et en fait, qui s'est recréé. Donc l'entreprise doit mécaniquement retrouver un système de mesure de la performance qui est différent d'auparavant. Donc c'est vraiment l'humain qui crée cette performance. Ça, c'est l'étude Deloitte, parce que c'est capital humain chez Deloitte. 3%, ça c'est l'étude, hein. Ouais. 3% des dirigeants considèrent leur organisation comme extrêmement efficace pour gérer la performance humaine, selon l'étude Global Human Capital. Seulement 3%. Donc ça veut dire qu'il y a 97% des entreprises, parmi les 14 000 que vous avez interrogées, qui sont perdues sur ce sujet. Encore une fois, il y a plein de chocs qui viennent. L'IA, vous en avez parlé tout à l'heure, l'IA vient poser des problèmes entre est-ce qu'on gagne en productivité immédiate et qu'on perd en productivité à plus long terme. Il y a des facteurs type ESG. Est-ce que le social dans l'ESG, comment on y contribue? Et la réalité, c'est que je pense que maintenant, le facteur humain dans l'entreprise doit être apprécié non plus aux bornes de l'entreprise, aux bornes de la société. Comment l'entreprise est créatrice de valeur au sein de la société et pas uniquement aux bornes de l'entreprise. On est dans une étude très macro faite par Deloitte et puis dans les missions que vous portez dans votre structure, on voit qu'il y a le fait de réarmer. C'est ça l'idée, hein. Je parle à une ancienne militaire, donc c'est un vilain jeu de mots, mais c'est quand même de leur redonner cette confiance, les bons outils pour être performant au moment T, parce que c'est un peu ça l'enjeu en fait. C'est exactement ça en fait, c'est de prendre en compte le contexte actuel et de se dire ok, aujourd'hui on fait un état des lieux, on fait un diagnostic, où en est mon organisation, où en est mon entreprise, c'est quoi la vision? Parce que c'est souvent en fait ce qui fait défaut et c'est l'absence de vision qui emmène en fait une perte de clarté, une démotivation et qui va emmener peut-être aussi une incompréhension entre la stratégie de l'entreprise, la stratégie RH et puis finalement le vécu des collaborateurs. Et si on veut être performant au global sur les différents axes de mesure qui vont être économiques, sociétales, au niveau humain, il faut que tout ça soit aligné. Et aujourd'hui, il y a effectivement cette perte d'alignement parce qu'on arrive dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes, où les codes bougent en permanence. Et ça va de plus en plus vite. Donc l'idée, c'est véritablement de travailler sur l'humain, effectivement, de rendre les gens plus performants, plus résilients et plus résistants au stress, les rendre plus flexibles, plus agiles au changement, que ce soit le collaborateur, le manager, mais aussi le dirigeant. Et il faut agir en fait sur tous les niveaux possibles, imaginables dans l'entreprise. Comme un militaire, excusez-moi, exactement. Mais capable de s'adapter à des changements en tout temps, en tout lieu. Oui. C'est ça l'objectif. Mais il y a quand même dans l'étude que vous portez, les anciens indicateurs, parce qu'il y a quand même l'idée dans l'ESG et la RSE, mais l'ESG en particulier pour les marchés financiers, c'est noter une entreprise. Alors on la notait sur ses performances, mais les anciens indicateurs utilisés pour mesurer la performance ne s'appliquent plus, dit ce rapport, et il n'y a pas de recette toute faite à suivre pour permettre aux organisations de prospérer dans ce nouvel environnement. Donc en fait, cette étude est passionnante, mais elle dit on est quand même un peu dans un angle mort, parce qu'on ne sait pas trop comment traiter cette question-là. Il y a, pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, il y a la notion d'engagement que vous avez soulevée. Et en fait, c'est plutôt la confiance. Comment on mesure la confiance des collaborateurs vis-à-vis de l'organisation? C'est exactement ce que disait Madame. C'est comment on recrée un leadership fort pour derrière dire, en fait, on est aligné vers des valeurs qui sont très, très fortes. Alors, j'ai lu attentivement, vous l'avez remarqué, cette étude,
il est précisé aussi, vous évoquez l'IA, mais qu'il y a aussi les outils digitaux. Quand on rencontre les DRH, ils vous présentent une palette d'outils digitaux absolument incroyable, qui souvent d'ailleurs se contredisent les uns aux autres. Vous le dites, et vous dites en fait on ne s'en sortira pas uniquement avec les outils digitaux. Comment on fait? On revient à l'homme, on revient à l'écoute, on revient au care. C'est quoi les outils? Je pense qu'il y a vraiment écouter l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, l'IA, je crois que c'est 74% des dirigeants sondés disent qu'ils vont augmenter l'utilisation de l'IA dans les 5 prochaines années. Malheureusement, il n'y a que 13%, je crois, des collaborateurs qui ont eu des formations de l'IA, sur l'IA, ces 12 derniers mois. Et quand vous dites IA, tout le monde tremble. Hein. Voilà. Donc en fait, globalement, je pense qu'il faut mettre les choses en face et de se dire en fait on donne la possibilité aux salariés de se reformer et la question de l'employabilité est clé dans ces sujets-là. Ouais. Mais la mesure de la performance, parce que là il y a un vrai travail de Deloitte qui est un grand cabinet qui se dit qu'il faut inventer des outils de mesure, on ne sait pas encore tout à fait au point, mais vous, qu'est-ce que vous dites à ceux que vous accompagnez? Parce que vous les avez en face et ils vous racontent leur vérité ou leur ressenti. Qu'est-ce qu'ils vous racontent? Alors, il pose déjà la question sous une forme différente. C'est quoi la performance? Est-ce que je dois être à 100% tout le temps? Et est-ce que je dois en fait aliéner ma vie, ma liberté pour mon travail? Ou alors comment gérer mon temps et comment être en équilibre? Moi, je les accompagne sur cette recherche de l'équilibre parce que finalement, si on est à 100% tout le temps, le jour où on est malade, ça va plus fonctionner. Donc déjà, on va créer un déséquilibre qui va amener une contre-performance. Après, c'est effectivement de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin de monter en compétences techniques, en compétences technologiques, on l'a vu avec l'IA, en compétences en fait soft skills, sur mon comportement, sur ma façon de communiquer? C'est de quoi j'ai besoin pour être performant au quotidien dans mon travail, mais aussi de quoi j'ai besoin quand il faudra se dépasser, parce qu'il y aura toujours des moments clés dans une année, dans une entreprise où il faut aller un petit peu plus loin que ce qu'on est capable de produire au quotidien. À quel moment j'identifie cela et comment, de quoi j'ai besoin pour y aller? Donc pour moi, en fait, c'est la formation et l'accompagnement qui peuvent être des primo-réponses à cette question de l'accompagnement de la performance pour le bien-être aussi en entreprise et pour l'optimisation de la performance entreprise de manière globale. Micro, macro, parce que dans l'étude, 73% des personnes interrogées déclarent qu'il est important de veiller à ce que l'imagination humaine, je trouve ça absolument incroyable, suive le rythme de l'innovation technologique, mais seulement 9% entreprennent des actions concrètes. Donc là, on est un peu dans une contradiction. C'est à la fois intellectuellement, il faut suivre la marche de l'histoire, et puis de l'autre, il y en a que 9% qui disent « je suis prêt à bouger ». Mais est-ce que ce n'est pas l'entreprise qui, elle aussi, doit être dans une démarche un peu plus proactive sur ces sujets-là? En fait, on avait publié une autre étude qui montrait que la technologie évolue tellement rapidement par rapport à la capacité d'une entreprise de s'adapter et par rapport à un humain de s'adapter, ça va beaucoup trop vite. Juste quelques chiffres en tête, je crois que ces 2 dernières années, je crois que les données ont été multipliées par 10, l'accès à des données multiplié par 10, on parle de milliards de données, donc c'est en incapacité. Par contre, on a une capacité où ça s'est amélioré, le coût de tout ce qui est technologie ou IA a diminué de l'ordre de divisé par 10 en 8 ans. Mais vous, chez Deloitte, parce que là, on a une vision de la performance qui n'est pas aussi simple. L'IA est performant. Je veux dire, à moins qu'il y ait un bug informatique, l'IA est toujours performant. Enfin, je veux dire, globalement, si on lui pose la bonne question, il n'y a pas de sujet de performance, j'allais dire. Mais l'être humain, il a des trous d'air. Il est malade, il a sa vie perso. Comment l'ESG intègre ces sujets-là? Parce que c'est ça, finalement, la mesure de la performance. Le point clé, c'est derrière l'entreprise. Comment contribue l'entreprise à l'amélioration de la performance humaine? Et derrière, il y a tout ce que disait Madame, la formation, l'aide, l'accompagnement, la prise en compte aussi de risques psychosociaux importants. Ça, c'est pas totalement fait encore et je pense que le Covid a mis en exergue. Ça existe quand même, on a des indicateurs RPS, mais vous dites qu'on peut aller un peu plus loin? Je pense qu'il y a des choses les entreprises pourraient accompagner encore un peu plus parce que c'est un risque qu'on a vu depuis... qui a grandi, qui a grandi depuis la crise Covid, on l'a vu. Et derrière, en fait, c'est aussi tous les éléments, là, je fais le parallèle avec certaines normes qui vont sortir, c'est aussi comment, en fait, on arrive à sortir des indicateurs qui permettent de mesurer une certaine sociabilisation, en tout cas, de certains critères de performance, type, est-ce que les salariés ont un salaire décent? Est-ce qu'ils peuvent contribuer à leur suffisance? Est-ce que une protection sociale, un bien-être? Tous ces éléments-là, on voit avec les nouvelles normes type CSRD, on voit qu'il va y avoir une nomenclature qui va se créer. Et on croit beaucoup, on croit beaucoup chez Deloitte au fait que la composante non financière va être de plus en plus importante. Alors, voire quasiment aussi importante qu'une composante financière. Et on le voit, on commence à voir des investisseurs n'investissent plus
dans des sociétés qui sont trop exposées, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'une entreprise, en allant un tout petit peu plus loin, qui n'aurait pas été accompagnée par NGM Solutions, pourrait, un fonds dirait, mais moi je ne joue pas, j'investis pas, parce que ces indicateurs RPS, parce que les 3 indicateurs clés du bien-être au travail ne sont pas respectés. On arriverait à ce type, en tout cas c'est le chemin que cela prend. Alors je pense que c'est juste une question de temps en fait. Après, on est dedans. Savoir si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Voilà. Mais on est sur ce chemin-là. Donc pour vous, je dirais, c'est très intéressant parce que vous êtes sur ce chemin-là. L'idée, c'est véritablement de bâtir une stratégie, de faire de l'anticipation, justement, comme disait monsieur. C'est important, en fait, de prendre en compte les évolutions. Elles sont rapides, mais on peut quand même faire un peu de prévisionnel, un peu de prospective pour pouvoir mieux accompagner les dirigeants, pour leur donner une clarté dans leur vision. Et à partir du moment où il y a une vision, où il peut découler une stratégie, à partir du moment-là, on peut vraiment travailler sur l'humain, puisque l'humain, il n'est pas bête, il est capable de comprendre à partir du moment où on met du sens dans son action, où on est clair, où on est transparent. Et de la même façon, ça se répercute sur le capital économique, sur les actionnaires, etc. Donc en fait, on a un effet domino qui peut être intéressant. Peu importe, on est dans un système, peu importe de la manière où on entre dans le système, il faut pouvoir l'équilibrer, le réajuster et trouver des solutions pour lui redonner un équilibre quand il est en déséquilibre. Désengagement, arrêt maladie, ça a aussi un coût pour la collectivité et pour l'entreprise, tout ça. Donc c'est un sujet à traiter aussi sur le plan de la valeur et de la création de valeur. Je veux dire, un salarié qui tombe malade ou qui est en dépression nerveuse 1 an en burn-out, c'est un coût gigantesque pour l'entreprise. Donc vous dites quoi avant de nous quitter? La performance, c'est aussi la prévention et la manière dont on va prévenir les risques? Il y a un enjeu? Il y a un enjeu de prévention et de curation des risques, on va dire. Mais derrière, en fait, je pense que le plus important, c'est de voir plus l'entreprise comme une entreprise au sens qu'on a connu auparavant, c'est plutôt la participation à un écosystème. Et le collaborateur en fait partie. Le collaborateur est un consommateur et un citoyen. C'est ça. Et à la fin, vous avez la chaîne de valeur qui se crée. L'effet miroir, on vient au travail comme citoyen aussi, et on quitte l'entreprise avec l'entreprise sur le dos. Nathalie Gourdin, c'est quoi l'entreprise de demain pour vous avant de nous quitter? Vous qui pratiquez la performance, et j'ai envie de dire Franck aussi, puisque vous êtes aussi un performeur dans votre vie personnelle, vous courez. Il y a l'effort, il y a le goût de la résistance. C'est ça la performance? Je dirais que la performance, déjà, c'est de savoir ce qu'on veut, d'être engagé, de savoir finalement dans quel sujet je dois être performant. Parce que le syndrome Superman et Wonder Woman, on sait que ça ne fonctionne pas. Donc du coup, à la place d'être dans l'hyperpuissance et le culte de la performance, je crois qu'il faut être réaliste. Il faut choisir ses combats. Et puis, il faut avoir une vraie stratégie pour pouvoir atteindre ses objectifs. Merci à vous. Lisez attentivement cette étude Deloitte qui est portée par Capital Humain, si je ne m'abuse. Rendons à César ce qui est à César, réalisée par Deloitte, le cabinet Deloitte. Merci à vous, Franck Chéron, parce que cette étude est un très bon tableau de bord pour vous donner quelques indications de ce qu'il faut faire et le chemin qu'il faut emprunter, parce que c'est de ça dont il est question aussi. Et merci à Nathalie Gourdin, fondatrice de NGM Solutions, avec ce livre « Comment accompagner les mutations nécessaires des organisations ». On en voit la couverture. Nathalie Gourdin, Patrick Lopez, Michel Gourdin, j'imagine votre époux, si je ne m'abuse, chez VA Édition avec un S. Merci à vous deux. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. J'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi, le jeu pour recruter. Alors, on a déjà parlé des escape games, c'est pas tout à fait ça, mais on va en parler tout de suite avec Thierry Franc. Il est le président d'Adventure Group. Alors, pour ceux qui sont de la région iséroise, lyonnaise, Rhône-Alpes, ce sont des parcs d'attractions que vous dirigez, 120 collaborateurs avec des fluctuations saisonnières, j'imagine. Et vous avez fait le choix, notamment sur le site du Bois des Lutins, donc, qui se trouve en Isère, si je ne m'abuse, de faire un recrutement, de choisir le recrutement par le jeu. Et on se dit qu'en voyant les métiers que vous recrutez, on se dit après tout, c'est pas totalement absurde. C'est un recrutement par le jeu parce que déjà c'est sympa de se faire plaisir. On propose du jeu, donc on a un parcours de recrutement qui est à l'image de nos métiers. Et au-delà de ça, on voulait s'affranchir de tous les codes du recrutement, du CV, de la lettre de motivation et tout ça, pour faire emprunter un parcours de recrutement décalé qui permette néanmoins de
de faire émerger les qualités de chacun. Alors, il y a plein de métiers quand même que vous adressez dans un parc d'attractions, parce qu'il y a évidemment ce qu'on voit de manière traditionnelle, il y a l'accueil, mais derrière, il y a beaucoup de gens en coulisses quand même. Il y a plein de métiers, ça va des métiers de comédiens, des équipes d'animation, restauration, des équipes d'accueil, mais aussi des managers, des chefs d'équipe. Enfin, vraiment, il y a tout plein de profils, et ce parcours de recrutement permet d'adresser l'ensemble de ces personnes. Alors, si je ne m'abuse, il y a 50 postes à pourvoir là pour 2024. J'imagine que vous avez enclenché les processus, vous avez commencé, j'imagine. Ce qui est intéressant dans ce type de recrutement, c'est que j'imagine vous et vos équipes, parce que c'est peut-être pas vous qui frontalement allez recruter, on doit avoir un autre regard sur le candidat. Un candidat qui vient s'asseoir dans un bureau pour dire qu'il est le meilleur en baissant un peu la tête, on n'est pas capable de savoir si ça sera un bon animateur. Là, vous le voyez grandeur nature. Voilà, on a un autre regard. Surtout, on n'a pas de regard prédéfini. On n'est pas emprunté par les codes, les cases du CV, par exemple. Et ça permet d'ouvrir plus largement les bras et d'adresser un public plus large et de donner sa chance à probablement plus de gens pour, in fine, être à l'image de nos visiteurs. On a un visitorat qui est très, très varié, très pluriel, et on se doit d'avoir des équipes à cette image. Comment vous faites d'ailleurs parce que j'ai vu qu'il participait à des JO Jobs Offers et Déglingos. Qu'est-ce que c'est que ça, Déglingos ? Déglingos, parce que c'est assez décalé. Effectivement, on est inspiré par la thématique de 2024, mais c'est surtout de créer des conditions qui dérident et qui débrident chacun pour faire sortir avant tout, encore une fois, les qualités de chacun. Et les qualités humaines, les qualités, les atouts, les différences de chacun pour qu'on se nourrisse de la richesse de tous. Pardon-nous franchement Thierry, il y a plusieurs candidats pour un seul poste. Enfin, je veux dire, vous êtes obligé de sélectionner ou vous peinez, comme dans beaucoup de secteurs, à recruter ? On a beaucoup plus de candidats que de postes. Oui, clairement. Donc ça veut dire que votre jeu est utile et très sélectif. Notre jeu est utile, adresse des centaines, voire des milliers de personnes. L'année dernière, on a eu 7000 candidats sur l'étape jeu. Après ça, il y a des étapes d'entretien flash, téléphonique, et puis après ça, des recrutements sur site. Mais effectivement, ça permet d'adresser beaucoup de monde, et ensuite, il y a une sélection qui s'opère pour avoir les meilleurs talents. On cherche les meilleurs talents, mais dans la variété et dans la diversité. Quand on dit jeu, c'est quoi ? C'est pas des jeux numériques, rassurez-moi, c'est physiquement. On adresse le jeu physiquement. La première étape de jeu est une étape de jeu numérique. Vous êtes dans la rue, vous pouvez flasher un QR code qui vous emmène sur un parcours de jeu qui permet un peu de discriminer et déjà de vous embarquer dans l'aventure du métier dans lequel vous vous projetez. Donc on fait ce jeu, on joue et on vit avec son smartphone, et puis ensuite vous avez des résultats qui tombent ? On fait une première étape avec des résultats et qui permet déjà de donner un peu le cadre du job et des premiers critères discriminants, mais c'est pas là qu'on va discriminer le plus. Après ça, parlons de l'entretien et in situ, où vraiment là, on crée des conditions qui font qu'on n'est plus en recrutement, j'allais dire, et pour autant on révèle comme jamais ses qualités et ses limites. Donc il y a 2 étapes. Vous évaluez quoi à travers ce jeu ? Qu'est-ce que vous cherchez à découvrir ? La première ambition, c'est d'évaluer les qualités humaines. On est dans des métiers de relations humaines avant tout et de capacité à interagir avec le visiteur, à interagir avec ses collègues, et que ce soit pour des comédiens, pour des personnes, on disait en restauration, pour même un jardinier qui parfois est au contact du visiteur. Les qualités humaines vont vraiment primer. Allez donc jeter un œil au Bois des Lutins, Esdirmos, donc entre Grenoble et Lyon, si je ne m'abuse. Ça, c'est là où les recrutements se passent. Ça va être ouvert quand ? Le avril 29 mars. Donc voilà, le week-end de Pâques. Juste avant avril, le week-end de Pâques, évidemment. Je vous souhaite une très belle saison. Thierry Franc, président d'Adventure Group, 120 collaborateurs avec une campagne de recrutement. Vous l'aurez compris, elle est donc sur Internet. Il y a un site Adventure Group. Il y a peut-être un poste qui va vous convenir. En plus, on joue. C'est génial. Merci Thierry de nous avoir rendu visite et bon retour dans votre belle région. Merci à vous. L'émission est terminée. C'est un vrai plaisir de partager ce moment, évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Andrel à la réalisation, merci à Saïd au son, et merci à Nicolas Juchat et à Alexis Mathieu, et puis merci à Charles-Antoine qui était derrière en coulisses, c'est mon fils, et il m'a regardé. Je vous dis à très très bientôt.